Bien, eh bien, bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être fidèles à ce cycle donc sur l'écriture d'un opéra au XXIe siècle, bien que la plupart des compositeurs, je ne suis pas sûr notre Benjamin Régis, mais la plupart des autres compositeurs avaient déjà écrit un opéra et des opéras au XXe siècle. Et donc, c'est aujourd'hui la 7e conférence. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les cycles de conférences de l'Institut, même ceux à venir, les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui, si vous voulez aller pour les prochains cycles. La dernière sera dans 15 jours avec notre très estimable confrère Pascal Dussapin, auquel je servirai de punching ball. Alors, Kaya Sarrião, c'est notre petite dernière, puisque vous savez que elle n'est pas française, sans quoi ça fait longtemps qu'on aurait essayé de l'attirer dans la section de composition de l'Académie des Beaux-Arts, mais nous avons trouvé la solution, car il y a à l'Académie des Beaux-Arts une section des associés étrangers, et l'Académie, à l'unanimité, a élu, il y a quelques mois, Kaya Sarrião, qui est donc académicienne, au titre donc des membres associés étrangers, ce qui nous fait extrêmement plaisir. Alors je dois vous dire que d'abord, c'est très émouvant pour nous parce que nous la considérons comme un maître, parce qu'elle a un parcours dans la création d'opéra absolument unique, qu'elle est, je dois avouer en plus, dans son pays, une sorte d'icône, et on le comprend parfaitement. Et elle a souhaité aujourd'hui avoir un dialogue avec son metteur en scène fétiche, qui est Alexis Barrière, qui est là. Et donc, ils vont ainsi, on va essayer de parcourir ce monde extrêmement original avec une maîtrise de l'orchestration absolument exceptionnelle et un univers musical particulièrement chatoyant et particulièrement fort. Et je salue d'ailleurs, je vois plusieurs de mes confrères, François-Bernard Maff, Régis et d'autres, et que je suis particulièrement heureux de savoir ici, ainsi que notre cher confrère Pascal Refait, qui, en tant qu'expert de l'opéra contemporain, ne va certainement pas rater un mot de ce qui va être dit. Cher Kaya, cher Alexis, je vous laisse avec grand plaisir la parole. Merci. 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 Chers collègues et cher public, si j'ai décidé aujourd'hui de parler du sujet proposé, composer un opéra au XXIe siècle, ensemble avec l'écrivain et metteur en scène Alexis Barrière, c'est pour plusieurs raisons. En plus des collaborations que nous avons partagées, la raison principale est que l'opéra pose des problèmes compositionnels, mais que ce n'est pas un problème de compositeur. Dans l'opéra, la musique rencontre les langages et des problématiques qui lui sont étrangers. Des personnes aussi. Elle compose avec tout cela. La raison même pour laquelle je me suis longtemps méfiée de l'opéra est que je ne voulais pas en écrire. L'opéra classique tel que je le connaissais, je ne voyais pas comment y fondre ou y trouver ce que je cherchais dans ma musique. Je voudrais parler de mon chemin par rapport à cela. Du chemin que j'ai trouvé vers l'opéra et ce qu'il a apporté à ma musique. On parle beaucoup des compromis, des difficultés avec les librettistes, les metteurs en scène, les chanteurs. On y aime bien, entre collègues, s'en plaindre. Mais c'est le mouvement vers l'autre
transforme. Mais ce mouvement vers l'autre transforme la musique tout en lui donnant un autre impact. C'est une collaboration autant qu'une transmission. C'est pourquoi cette intervention a été écrite ensemble avec Alexis et nous la prononcerons à deux. Je parlerai pour ma part depuis l'autre côté du miroir, à partir des problèmes du texte et de la scène, et dans le mouvement inverse de celui de la compositrice, comment la musique vient ouvrir des potentiels textuels et scéniques. D'ailleurs, si on peut avoir les diapositives, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi est-ce que je n'étais pas intéressée par l'opéra? L'époque était au non-opéra de Luigi Nono et au anti-opéra, le Luciano Berio. Et c'était dans la même, moi j'étais dans la même tendance. L'opéra était une forme poussiéreuse qui était très loin de mes préoccupations. Pas simplement pour des raisons musicales, c'est la narrativité qui me gênait. Des histoires avec des gentils et des méchants, des individus caricaturaux. Ma vocation était d'écrire de la musique faite de transitions harmoniques subtiles, de bruits qui se transforment en son, de lente métamorphose, parce que le monde est complexe et indécidable. Je n'avais pas l'imagination d'un opéra qui puisse montrer ça, malgré mon amour pour l'expression vocale qui prenait la forme de mélodies et arias. Ma première œuvre de théâtre musical, Study for Life, en 1981, était une création abstraite pour soprano, bande et lumière sur des extraits du poème The Hollow Man de T.S. Eliot. Alexis en a proposé récemment une nouvelle mise en scène. Dans les années qui ont suivi, je mettais en musique de la poésie ou des fragments. Mes œuvres pour chœur des années 80 et 90, comme From the Grammar of Dreams ou Nuit à Dieu, étaient de dramaturgie onirique, où les textes comme les voix étaient fragmentés. Il y avait donc bien une dramaturgie, mais pas de narrative, et qui présentait le trouble et les superpositions que je cherchais. Mais je ne voyais pas comment faire une grande forme, et je n'imaginais pas comment cela pourrait prendre une forme scénique. J'ai trouvé un chemin musical vers les grandes formes en commençant à écrire des concertos, qui sont de grands arcs avec des protagonistes. Manipuler ces relations plus classiques entre l'individu et la masse orchestrale était un
premiers pas, mais encore dans l'abstraction. Mais j'ai commencé à prendre l'opéra au sérieux quand j'ai vu le travail d'une nouvelle génération de metteurs en scène. Le Wozzeck de Patrice Chéreau, le Don Giovanni et le Saint François d'Assise de Peter Sellars m'ont ouvert à ce qu'on peut faire en racontant une histoire avec la musique. On donne à entendre les unes avec les autres. Les lignes sont mixtes. On donne à entendre des voix auxquelles on s'attache, qui déploient ce qu'elles ont à dire, les unes avec les autres et contre les autres. Je me suis rendu compte que ces dramaturgies pouvaient être intéressantes et pas seulement caricaturales, et que par ailleurs, elles pouvaient former un matériau musical riche. De plus, chez Peter Sellars, la recherche interdisciplinaire étendait la richesse bien au-delà de la musique. Elle proposait à la musique de participer à une grande entreprise qui touche tous les sens. Le déclic a été de me dire: si l'opéra peut aussi être cela, je peux aussi écrire un opéra. Seulement, je n'avais pas d'histoire à raconter, d'histoire qui me convient. J'en ai trouvé une, par hasard, en lisant ce livre de Jacques Roubaud, La fleur en vers, sur les troubadours provençaux. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce premier mouvement vers la narration et l'origine de ce mouvement dans ce livre de Jacques Roubaud. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, le point de départ est poétique et non théâtral. Doublement poétique, puisque Kaya s'est arrêtée sur cette canso de Geoffrey Rudel, un poème qui vient du passé lointain de notre langue ou de notre famille de langues, tel que traduit et présenté par un autre poète contemporain, celui-là, Jacques Roubaud. Ce poème parle de sentiment, et mieux, il invente un sentiment, car trobar veut bien dire inventer. Et ce sentiment, c'est l'amour de loin. Un état du désir qui ne se résout pas, qui ne cesse de tendre vers l'autre, vers l'inconnu. Ce poème ne raconte pas une histoire, mais il nous fait nous en raconter une. Dans quelles circonstances un tel amour peut-il se former? Comment peut-il se résoudre? La puissance suggestive de ce poème l'a de tout temps accompagné. Au XIIIe siècle, donc un siècle après la mort de Geoffrey Rudel, un de ses admirateurs a écrit cette fameuse Vida, cette biographie, une sorte de biographie rêvée de Geoffrey Rudel à partir du poème, et complètement fictive donc, qui affirme qu'il serait tombé amoureux de la comtesse de Tripoli après avoir entendu les descriptions qu'en faisaient les pèlerins, qu'il aurait rejoint la deuxième croisade spécialement pour la rencontrer et qu'il serait mort à ses pieds à la fin de la traversée. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une fan fiction, un témoignage ancien de notre besoin de nous raconter des histoires. Et c'est cette même pulsion qu'a suivi Kaya en voulant elle-même raconter cette histoire sous la forme d'un opéra. Une histoire qui épouse la forme lyrique, puisque cela parle justement de ce rêve contagieux dont les histoires et les chansons sont le vecteur. Bien sûr, pour donner vie à ce geste et à cette geste, il fallait des gens qui savent comment les histoires se racontent.
Ce fut justement Peter Sellars qui servit de guide en se proposant de mettre en scène ce projet d'opéra et qui, avant ça, en a suggéré le librettiste Amin Maalouf. Ensemble, ce trio a créé l'opéra qui s'appelle « L'amour de loin » en l'an 2000. Nous allons en écouter un extrait. Geoffrey Rudel s'est lancé dans cette traversée. Il est en mer avec le pèlerin et il a rêvé que la femme qu'il aime de loin est venue à lui en chantant les chansons qu'il a composées pour elle, ces poèmes qui sont la seule chose qui les relie. C'est donc un extrait de la mise en scène de L'amour de loin par Peter Sellars, capté à l'Opéra de Helsinki. C'est un DVD qui se trouve chez Deutsche Grammophon. Direction musicale Esa-Pekka Salonen avec dans les rôles Gerard Finley, Monica Group et Donna Pshaw.
À partir de l'amour de loin, j'ai donc commencé à raconter des histoires. À ma manière, sans doute, puisqu'on a dit souvent de mes opéras qu'ils sont peu denses dramatiquement. Nous avons vu cette séquence du rêve, de l'amour de loin. Je n'ai pas cessé de rechercher à l'opéra cette qualité de rêve qui structurait mon travail jusque-là. Ce qui est intéressant dans le rêve, ce n'est pas de vouloir vivre dans le rêve, loin du réel. C'est que le rêve nous montre autres logiques qui sont toujours là dans le monde, apparemment bien organisé de l'éveil. Ce qui m'ennuie dans beaucoup de dramaturgie, c'est qu'elle ignore ce monde refoulé. Elle ne parle que de moi qui s'affrontent, comme si la vie était si claire, comme si nous n'étions chacun qu'une seule chose qui sait ce qu'elle vit, ce qu'elle est. C'est pourquoi j'ai toujours inclus des scènes de rêve dans mes opéras et que j'ai aussi continué à écrire de la musique pour chœur qui permet vraiment de montrer cette fragmentation. Par exemple, Tag des Jahres, qui met en musique les derniers poèmes de Friedrich Hölderlin. Hölderlin souffrait de ce qu'on considère aujourd'hui comme une forme de schizophrénie. À l'époque, son écriture me rappelait les paroles de ma mère qui avait souffert d'un AVC et qui n'était plus présente à nous. Le chœur a continué à faire partie de tous mes opéras sous différentes formes, comme une instance de fragmentation de voix et du moi. Ce chœur est parfois présent sur scène, parfois elle relève seulement de l'électronique, mais nous ne détaillerons pas ici tous les exemples. Pour n'en prendre qu'un, mon oratorio La Passion de Simon, qui parle de la philosophe Simone Weil, emprunte la structure de Passion de Bach. Et c'était aussi ma première collaboration avec Alexis comme metteur en scène. En 2013, à son invitation et celle du chef d'orchestre Clément Maotakac, j'ai réalisé une version de chambre de cette œuvre qui était d'abord conçue pour grand chœur et grand orchestre. C'est eux qui ont eu l'idée de réduire ce chœur en un quatuor vocal, ce qui a permis de trouver une forme scénique à cette fragmentation qui m'intéressait. J'ai réutilisé cette solution dans mon opéra Only the Sound Remains, qui lui s'inspire du théâtre No du Japon, où le chœur a aussi un rôle multiple et complexe. Alexis l'a également mis en scène et a continué ce travail sur la
mise en scène de la choralité. Pour nous attarder un peu, ce quatuor de la Passion de Simone est un exemple saisissant. Il y a dans la Passion de Simone, comme dans les Passions de Bach dont elle s'inspire, une évangéliste, quelqu'un qui raconte, et qui raconte en l'occurrence la vie de Simone Veil dans un jeu d'identification et de distanciation. Et puis, il y a ce chœur qui prolonge, diffracte, s'oppose, parfois joue un rôle diégétique, mais surtout multiplie les points de vue et les voix, encore une fois, comme dans les Passions. Dans notre mise en scène, cette diffraction est tout le temps présente sur scène et fait proliférer la narration en résonance et en association nouvelle. Elle insère sans relâche l'individu dans son récit linéaire, dans le tissu plus complexe du collectif. La force de la proposition musicale pour les gens de théâtre, c'est de nous emmener loin de ce que nous croyons que le théâtre doit être. Justement, cet affrontement des moi, des individus. En prenant appui sur des traditions alternatives, comme l'oratorio ou le théâtre no, et en inventant des formes musicales à partir d'elles, les compositeurs peuvent proposer aux metteurs en scène d'inventer d'autres manières de faire du théâtre. Rythmique, harmonique, contrapuntique. Nous avons souvent appelé la Passion de Simone un théâtre de l'esprit, contre le naturalisme qui n'imite que l'apparence des choses selon des codes convenus. L'opéra peut être cela, un antidote, un théâtre à la hauteur du monde mental. Dans ce projet-là, la choralité joue un rôle central. Nous pourrions définir cette choralité dont nous parlons depuis tout à l'heure comme si il était évident ce qu'elle est. Cette choralité, donc, c'est une fragmentation des voix qui s'articule pourtant dans un tout. C'est une fragmentation harmonisée. Et c'est cette choralité qui est la clé de cet opéra du rêve que Kaya nous propose ici de rêver. Cette choralité que nous avons explorée avec Alexis dans plusieurs pièces pour chœur était aussi le point de départ de l'opéra que nous avons écrit ensemble, Innocence. J'avais d'abord une idée abstraite, faire une grande fresque, me débarrasser entièrement des personnages principaux que j'avais dans mes précédents opéras, mais faire une forme entièrement chorale où il n'y aurait pourtant que des personnages principaux. J'ai demandé à la romancière Sophie Oksanen, une grande conteuse de notre temps, comme Amin Malouf, imaginer pour le livret une histoire de traumatisme collectif qui se prêterait à cette fresque. Et Alexis, qui connaissait les possibilités de faire dramaturgie et la forme finale du livret, que j'imaginais fragmenté non seulement en plusieurs voix et techniques vocales, mais aussi en plusieurs langues. Pour résumer rapidement Innocence, donc cet opéra nous présente une scène de mariage qui est, semble-t-il, au premier abord heureuse, très heureuse même, mais bientôt le souvenir réprimé d'une tragédie collective qui a eu lieu 10 ans plus tôt émerge. Ce retour du souvenir refoulé se fait de manière réaliste au sein des scènes du mariage et donc dans les interactions entre les protagonistes au fur et à mesure que les tensions éclatent et que la vérité se révèle. Mais surtout, la scène est hantée par ailleurs par un groupe de personnes incarnées par des comédiens et des chanteurs, sans hiérarchie entre paroles et chants, qui figurent des survivants de la tragédie collective, lesquels, comme des fantômes, envahissent le plateau avec leurs témoignages, parfois contradictoires, bien sûr.
On a là la part du rêve, en l'occurrence celle du cauchemar, des voix et des corps enfermés dans une boucle infinie dans laquelle ils revivent leur traumatisme. Par ce procédé, l'opéra, dans son intégralité, devient un grand cauchemar. Un cauchemar qui avance très vite. Une fresque chorale plurilingue de l'expérience collective dans laquelle chaque voix individuelle se fait entendre, mais seulement en tant qu'elle s'inscrit justement dans une expérience collective. Nous allons en regarder un extrait dans lequel ce glissement d'un niveau à l'autre se fait sentir, à la fois dans le texte, dans la musique et dans la mise en scène. Il s'agit donc de la captation de la création de cet opéra au Festival d'Aix-en-Provence, dirigé par Susanna Malki et mise en scène par Simon Stone. Cette captation est encore en ligne sur Arte Concert, si vous souhaitez la voir gratuitement. Siempre llevamos los planos de la escuela de nuestros hijos. Κάποιοι από εμάς στέκονται έξω από το σχολείο κάθε πρωί και περιμένουμε μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. No podemos perderlos de vista. No podemos perderlos de vista. Λίγοι από εμάς μόνο έχουν δουλειές. Da gehen in Einkaufszentren, zu Sportveranstaltungen oder Konzerten. Nur einige von uns schaffen es, durch große Menschenmengen zu gehen. Μακριά από την πόρτα. Cet opéra a été souvent comparé à un thriller. Et on peut être peut-être parce que la mise en scène
de Simon Stone utilise les codes visuels familiers qui rassemblent au cinéma naturaliste. Beaucoup de gens ont apprécié que j'écrive enfin un opéra nerveux, dramatique. Je crois que c'est une erreur d'appréciation. Alexia a écrit dans la note de programme Innocence est la démonstration que la logique du rêve peut être plus prenante qu'un thriller. Et en effet, si je cherche une vitesse, c'est celle de ces rêves qui nous emportent dans leur course. De la même manière que ce qui m'intéresse dans le rythme de la danse, qui joue aussi un rôle important dans mon opéra Only the Sound Remains, ce n'est pas leur familiarité, leur omniprésence dans la musique que nous entendons partout, jusque dans les supermarchés. C'est quand ils emportent le corps, livrent le corps à une pulsation inconsciente qui lui était inconnue. Pour cette raison, il ne faut pas séparer la choralité de la poésie. On a essayé de dire de ce que pouvait être la choralité, mais bon, pour ce qui est de définir la poésie, nous pourrions y passer la soirée, bien sûr. Mais nous pouvons travailler, par exemple, à partir de la belle phrase de Mallarmé, « La poésie est l'expression par le langage humain ramené à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de l'existence. » Je vous laisse absorber. Et tout est dans cette formule très simple. Simple peut-être pas, mais élégante. Le dévoilement musical du rythme dans le langage et son dévoilement dans toutes les langues, dans la multiplicité de ces langues. Et dans ce dévoilement, le dévoilement des associations cachées par lesquelles nous racontons des histoires, dans la narration permanente à laquelle nous nous livrons et qui est plus forte que les histoires convenues. Dévoiler les rythmes, insérer des cellules rythmiques dans des structures rythmiques plus larges, juxtaposer, superposer, construire des formes par césure, rejet, syncope, faire jaillir les images et les associations. Nous pouvons, en suivant ce mouvement de pensée, résumer la poésie à un montage. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est de construire, je crois, de tels montages, de tels dispositifs. Et ce qui nous a intéressés dans différents projets avec Kaya, c'est de réunir ces deux procédures formelles qui sont en fait deux méthodes qui peuvent être appliquées de façon pluridisciplinaire. La polyphonie, articulée par la choralité, et le montage, opéré par la poésie. C'est ainsi que nous pouvons imaginer une expression artistique qui rende compte de la richesse du monde mental et qui s'ouvre au dialogue interdisciplinaire et au dialogue interculturel. La scène d'un théâtre est l'endroit privilégié de la rencontre entre la choralité et la poésie, l'endroit où elles peuvent au mieux se déployer dans plusieurs directions et dans plusieurs dimensions. Donc, plutôt que de refermer cette intervention sur une définition que nous aurions trouvée de ce qu'est l'opéra au XXIe siècle, nous voulons l'ouvrir sur tout ce qu'il n'est pas encore, mais qu'il peut devenir dans la rencontre des arts et des artistes. Nous allons finir avec deux exemples d'œuvres communes qui ne sont pas des opéras au sens traditionnel, mais des rêves que l'opéra
doit explorer pour élargir son langage au-delà du lyrisme égotique. Reconnaissance est une œuvre pour chœur, percussion et contrebasse, écrite sur un texte d'Alexis, créé en 2021 à Venise. Notre idée était de revenir à l'origine de l'art choral, au madrigal de la Renaissance, qui est aussi le point de départ du développement de l'opéra. Un opéra donc à l'état de chrysalide, concentré, densifié. Et donc, nous voulions faire cela en reliant cette expression collective première du chant choral à quelque chose de plus contemporain, mais qui lui ressemble. Notre destin collectif, tel que nous pouvons l'envisager aujourd'hui sur notre planète. Reconnaissance, c'est un madrigal de science-fiction, où comme sujet collectif, nous partons à l'assaut de la planète Mars, en nous demandant ce que nous voulons faire de notre Terre. Dans le second mouvement sur 6 que nous allons entendre, c'est l'humanité qui parle, fragmentée et tout ensemble. Nous allons donc entendre cet extrait chanté par le chœur de chambre d'Helsinki qui va sortir au mois de juillet un disque qui réunit la plus grande partie des œuvres chorales de Kaya. Je vais reprendre avec le volume à fond. Attention.
Maintenant, le dernier exemple. Graal Théâtre est mon concerto pour violon, mon premier concerto, écrit en 1994. Alexandre a récemment proposé une version théâtralisée avec un dispositif de lumière et de vidéo. Et l'ajout d'un comédien qui dit un texte écrit pour dialoguer avec la musique et chanter ensemble. L'idée était de retrouver le théâtre dans la musique, mais selon les conditions de la musique et en écoutant quelles histoires elle peut raconter. La poésie, qui est ici comme l'enluminure dans la marge de manuscrit, sert à suggérer et à l'offrir de nouvelles associations et de nouvelles logiques oniriques. En effet, nous assistons ici à la quête initiatique du violoniste, un chevalier musicien flanqué malgré lui ou contre lui d'un comédien bouffon qui l'accompagne au sens strict, met des mots sur ses aventures et à l'occasion se permet même de le réprimander quand il échoue à écouter, à poser cette question mythique du Graal qui est aussi celle de la musique. Demander à l'autre quelle est ta souffrance. Nous allons en regarder un extrait où il est question d'apprendre à tomber et d'accéder, encore une fois, au temps du rêve. C'est un extrait donc du spectacle Between qui a été créé à l'Opéra national de Finlande en août dernier, qui est ici dirigé par Clément Maotakac, dirigeant son Sécession Orchestra, et dans les rôles respectifs du comédien et du violoniste, Thomas Kellner et Peter Herrestal. That is a labyrinth. Electric lights flashing in the branches. The sound of a party far away. In the darkness, you recognize a familiar foreign face. And the dance is never too much on your limbs.
And then you know the feeling of royalty. You wake up into another dream. We stare into each other. Who is whose commentary? Are you mine, or am I yours? We begin to understand who our enemy is in this war. Bon, alors, vous vous demandez peut-être, et toi aussi d'ailleurs, pourquoi on vous montre tout ça, puisque ce n'est pas de manière très évidente de l'opéra. Et c'est justement que la question de la discussion entre les arts, dont l'opéra est un des exemples dans l'histoire, cette question devient intéressante quand cette discussion-là est vivante. Car c'est un constant mouvement par lequel un médium propose ou impose ses formes, mais aussi ouvre ce médium à de nouvelles dérives. Et c'est ce mouvement-là que nous continuons, ou qui a été continué dans l'histoire de l'opéra. Je reviens donc à cette phrase de Kaya qui a accompagné par ailleurs toutes les grandes créations dans l'histoire de cette forme. L'opéra peut aussi être cela, tant qu'il y a quelque chose qui chante. La polyphonie sophistiquée de la choralité et le montage sauvage de la poésie nous ouvrent des portes que nous n'avons pas fini d'explorer sur les scènes d'opéra et ailleurs. Ceci non simplement pour le plaisir de la forme, de la recherche, mais aussi pour mieux affronter notre monde et ses cauchemars. En écoutant donc et en racontant des histoires. À propos de quoi nous allons prendre vos questions, si vous en avez. Merci. Un micro sur le côté, et le temps que la première question arrive, j'aurais voulu, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en Finlande et à Helsinki? Parce que les pays nordiques ont toujours été dynamiques en matière de musique, mais depuis quelques décennies, il semble que la Finlande soit partie en peloton de tête avec des séries de compositeurs, de chefs d'orchestre incroyables. Il y en a deux qui sont pourtant si jeunes qui viennent de prendre des fonctions en France. Qu'est-ce qui se passe de si spécifique dans ce pays que vous représentez si magnifiquement pour qu'il y ait comme ça un dynamisme aussi important et aussi essentiel pour la musique et la musique contemporaine? Mais c'est l'éducation. On ne peut rien prendre sans éducation. Donc, c'est l'éducation bien organisée
et assez de temps pour les arts et assez de l'appréciation comme c'est important. Moi, les gens qui sont intelligents, comment trouver l'argent pour tout ça. Et d'ailleurs, c'est en chute en Finlande aussi, pour la raison que toutes les importantes des choses concernant l'art et la culture sont en chute aussi à tous les pays. Merci. Merci pour la première réponse. J'espère que certains responsables de notre pays l'entendront. Hein. Alors, j'ai suffisamment de confrères et consoeurs dans cette salle pour qu'il y ait des questions. Régis Scampo, compositeur avec en plus le défaut énorme d'être académicien. Je voulais dire combien, Kaya, nous vous aimons, les compositeurs, l'Académie et tous les amoureux de la musique. J'ai un souvenir, j'ai une question particulière, j'ai un souvenir depuis 20 ans de ce chant merveilleux, encore dans mon oreille, de Dao Upsho dans L'amour de loin. Et cette question, c'est peut-être une question un peu trop personnelle, mais d'où vous vient ce chant infini, cette capacité d'écrire tous ces chants qu'on a entendus aussi dans ce concerto pour violon? Je n'ai pas compris quelle était la question. D'où vient ce chant? D'où vous vient cet amour d'écrire pour la voix Ah, mais peut-être ça vient de moi, mais en même temps, vous savez la raison de poser la question, parce que sûrement il a quelque chose à voir avec Finlande et le pays, et surtout la lumière, les changements de lumière sont très, très dramatiques pendant l'année. Et moi, personnellement, quand j'ai vécu en Finlande, j'ai trouvé ça très dramatique. C'est dramatique, mais à long terme, justement. Mais de pouvoir le vivre à long terme, peut-être, je crois qu'il y a une connexion. Merci beaucoup. Vous pouvez nous dire un mot de votre collaboration avec notre consoeur Caroline Carlson, puisque vous avez vous avez fait un ballet, enfin elle a travaillé avec vous, elle en a gardé quelque chose de très fort, pour rejoindre peut-être l'idée à ce moment-là très spécifique dans le ballet, qui est une importance de la rythmique, de la pulsation rythmique, qui est très différente de ce qu'on peut avoir à l'opéra ou dans une œuvre symphonique pure. Oui, c'est vrai. Donc, le titre de notre collaboration s'appelait Ma. Mais il y a en finnois, il y a deux pardon? De A? Non, mais de Ma, de signification. Pardon, je suis complètement perturbée d'être là pour la première fois parler mon français finnois. Même le reste des mots sont en train de disparaître. Oui, donc Ma, ça veut dire la terre et le pays. Et avec de ça. Et concernant notre collaboration avec Caroline, il y a maintenant plus de 20 ans,
des fois j'avais un sentiment elle parlait de pays comme moi je parlais de la terre et que on avait tellement de choses à commun, mais on se comprend, on n'est pas capable de se comprendre. Et je crois que c'est ça qui a fait la lenteur aussi. Voilà. Bonjour Kaya, bon, c'est magnifique tout ce qu'on entend. Je voudrais profiter que vous soyez là tous les deux pour avoir peut-être quelques précisions, me paraît très importantes, notamment sur le dernier opéra, sur la relation qui s'établit dans l'enchaînement temporel du temps, des scènes, de la relation entre le concept de l'oratorio et de la forme opératique. Ça me paraît très, très, très important sur la naissance d'une forme. Vous l'avez abordé, mais ça me paraît névralgique. Donc, on parle de l'opéra Innocence ou de la Passion de Simone? Même, je dirais, le passage de l'un à l'autre. C'est Michael Levinas, notre confrère président de l'Académie cette année. Peut-être la première chose, c'est que tu as écrit un oratorio, La Passion de Simone, qui n'était pas d'abord pensé comme une œuvre scénique, et que mais qu'elle a été pourtant écrite tout de suite, commandée et mise en scène par Peter Sellars. Donc il y a eu très peu de représentation de concert de cette œuvre, mais on peut dire qu'elle a servi de laboratoire pour travailler une vocalité chorale qui n'existait pas de la même manière dans les opéras précédents, même si, comme on l'a constaté dans L'Amour de loin, il y a un chœur qui a un rôle permanent, orchestral presque, autant que par moments diégétique, même si on n'a pas vu ça dans cet extrait. Donc peut-être que La Passion de Simone, on peut dire que c'est effectivement le laboratoire ou le laboratoire qui t'a amené vers des opéras qui sont plus choraux, comme Only the Sun Remains et Innocence, enfin. En fait, je pensais tout récemment, on a vu en Finlande justement Innocence, et qui est un très grand succès, et je me suis demandé moi-même qui est la pièce que j'aime, qui plus profondément, mais que je trouve le plus intéressant. Et j'étais surpris de me constater que, en fait, c'était La Passion de Simone. Et après, j'ai pensé que, en fait, c'est la pièce scénique la plus originale de moi, malgré que c'était destiné d'être un oratorio. Et en fait, je suis encore sur cette réflexion. Parce que la raison que je voulais écrire un oratorio, c'était une raison historique plutôt. J'étais en train de composer mon deuxième opéra, Adriana Mater, et je me suis dit que je ne peux pas écrire deux opéras un après l'autre. Et quand on a commencé à parler de Simone Weil, donc je me suis dit que oratorio serait formidable. Mais là, c'était juste une idée de moi de ne pas écrire deux opéras un après l'autre. Mais maintenant, combien de années sont passées,
quand est-ce que j'ai écrit? C'était il y a 15 ans. Ah oui, il est 15 ans. Donc, j'ai compris que c'est devenu, en fait, c'était un pas à côté pour réfléchir la suite et que le nommé oratorio a donné les mains beaucoup plus libres pour le metteur en scène et j'ai vu des mises en scène très importantes et intéressantes et plus libres. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis un peu jugé parti, mais effectivement, je crois que c'est, même si, tel que c'est décrit ici, c'est un peu une astuce de se faire croire à soi-même qu'on n'écrit pas un opéra, mais quand même l'écrire. Mais je crois que ce sont des astuces importantes justement de changement de paradigme, de ne pas essayer d'écrire un opéra et donc d'écrire quelque chose qui, in fine, est un opéra, mais beaucoup plus intéressant, formellement beaucoup plus libre de nos préconceptions de ce qu'un opéra est censé être. Et comme je le disais tout à l'heure, qu'un compositeur se donne cette liberté est un immense geste de libération pour ses collaborateurs et notamment le metteur en scène qui se voit mettre en demeure, puisqu'on lui dit « ceci n'est pas un opéra, donc n'essayez pas de le mettre en scène comme un opéra », il se trouve lui-même mis en demeure d'inventer autre chose. C'est, si je peux dire, la technique, tout en la remerciant qu'il n'y a pas de jus et que l'ordinateur, c'est pas très grave, mais va s'éteindre. Une question, le concerto de violon qu'on a vu à la fin avec l'acteur, etc., est-ce que c'était donc une œuvre qui d'abord avait été créée comme un concerto de violon des années avant? Est-ce que, du coup, Kaya, vous avez retravaillé la partition? Est-ce que vous avez laissé tout d'un coup des plages, des silences plus longs, ou est-ce que c'est vraiment exactement le concerto sur lequel ensuite il fallait réfléchir sur un texte, ou est-ce que le fait de mettre un texte vous a fait repenser un peu la partition dans certains détails? En fait, j'ai rien fait. Je pensais que la pièce, le concerto, vive sa vie. Et il a très bien vécu. Et quand j'ai eu cette proposition d'Alexis et l'acteur, et ils avaient tellement une idée, et jusqu'à ici, il n'a pas eu beaucoup de mauvaises idées. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que je vais perdre et voir qu'est-ce qu'il me propose. Et donc, on a fait une fermata, on a fait quelques points d'orgue, mais on n'a rien enlevé, en fait. Oui, c'est-à-dire que, bien sûr, le challenge, c'était d'arriver avec une solution. Donc, on a... L'origine de la chose, c'est que c'est le violoniste Peter Herestal qui m'avait proposé de travailler sur une version mise en scène sans vraiment savoir lui-même ce que ça pouvait vouloir dire. Mais là encore, comme dire oratorio à la place d'opéra, ça ouvre des possibilités. Et on a fait des tentatives comme ça, strictement en spatialisant le concerto tel quel, et en changeant des positions du soliste, en faisant des projections de la lumière. Et clairement, ça ne marchait pas, ça ne pouvait pas marcher puisqu'il manquait cette espèce de prendre un petit peu la place. Mais donc je suis arrivé j'ai adressé à Kaya une liste de demandes qui peuvent un peu sacrilèges, mais tout de même formulées avec soin. Qui effectivement consistait à ajouter à tel endroit un point d'orgue ou à tel endroit de répéter une texture, en dosant les choses de manière à ce qu'on ait l'impression effectivement de jouer sur, disons, d'ajouter une ligne dans la partition techniquement, donc de savoir qu'est-ce qu'on voulait faire passer à l'arrière-plan, quand est-ce qu'on voulait qu'il y ait une alternance entre les deux voix solistes, enfin, pour faire une espèce de double concerto en quelque sorte. Mais bien sûr, ça n'aurait pas eu d'intérêt si on n'avait pas essayé de faire ça très ajusté, comme les vestes que j'en porte aujourd'hui.
au plus serré et avec juste un petit peu de craquement quand on passe le bras dans la manche. Je voudrais vous remercier infiniment tous les deux et avec une pensée très émue et particulière pour Kaya qui est souffrante en ce moment et qui a tenu néanmoins à être ici, à ne pas annuler, et je le remercie infiniment. Vous dire à quel point c'est un honneur pour nous de vous avoir ici et vous remercier, mesdames et messieurs, chers consoeurs et confrères que je vois là, et vous inviter à venir dans 15 jours à la dernière conférence de ce cycle qui sera avec notre confrère Pascal Dussapin. Merci beaucoup à vous deux, un grand bravo. Merci. Merci. Merci.